Pour le théorème numéro 2 qui nous parle de la dérivabilité de la bijection réciproque. Donc on va prendre une fonction f qui va de i dans j, donc qui va d'un intervalle dans un autre intervalle, bijective, dérivable en un point a, et la dérivée en ce point et. Donc si on dessine ça, comme ça, si par exemple je dessine une fonction f, comme ça, eh bien je suppose qu'elle est dérivable en un point a, évidemment l'ordonnée c'est f de a, et donc je suppose que la fonction est dérivable, donc il y a une certaine tangente. Si je la dessine comme ça, cette tangente, hop. Donc envers c'est la tangente. Eh bien la bijection réciproque, à son tour, elle va être dérivable au point d'abscisse b égale f de a. Donc si je dessine la bijection réciproque, donc en fait la bijection réciproque de cette fonction f, il faut se rappeler qu'en fait on la dessine comme la symétrique de la fonction par rapport à la droite d'équation y à x. Donc là évidemment mon dessin a besoin de place. Et donc ici si f de a c'est b, ici quand je fais le symétrique, j'aurai un point ici d'abscisse b et d'ordonnée a. Je suis symétrique par rapport à la droite d'équation y à x. Donc ce point a pour corde abscisse a et ordonnée b. Et donc quand je prends la bijection réciproque, f-1, eh bien ce point a pour coordonnée b a. Et donc le théorème me dit que cette fonction-là aussi, elle est dérivable, donc elle va aussi admettre une tangente. Et la pente de cette tangente, donc c'est donné par f-1', parce que prime c'est ce qui nous donne le coefficient directeur de la tangente, et bien c'est l'inverse. Donc si ici j'ai une pente, vous voyez, qui est très douce, donc par exemple mettons que c'est 1/4, et bien ici j'aurai une pente qui est très raide, qui va de 4. Voilà. Mais attention, donc pour appliquer ce théorème, il faut plusieurs choses. Il faut évidemment une fonction bijective, parce que pour dériver f-1, il faut que f-1 existe. Je vous rappelle que f-1 c'est la bijection réciproque, c'est pas l'inverse de f au sens de la multiplication, mais c'est l'inverse au sens de la bijection. Il faut que f soit dérivable en a et avec f' de a différent de 0. Et à toutes ces conditions-là, on peut dire que la bijection réciproque f-1 est dérivable au point b, et b c'est f de a, avec cette formule-là pour dériver f-1. Donc f-1' de b, c'est 1 sur f' rond f-1 de b, et f-1 de b, c'est a, donc c'est 1 sur f' de a. Voilà. Alors attention, il faut vraiment vérifier que f' de a est différent de 0, sinon ce théorème-là ne s'applique pas. C'est vraiment une hypothèse qu'il faut dans le théorème. f' de a doit être différent de 0. C'est qu'à cette condition-là qu'on pourra en conclure que f-1 est dérivable en b, et qu'on a cette formule. Alors ce théorème-là, vous l'avez déjà vu au premier semestre, pour dériver des fonctions comme arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente. Donc le résultat, je vous l'ai rappelé là, arc-sinus et arc-cosinus qui sont définis et continuent sur -1 fermé. En fait, elles sont dérivables sur -1 ouvert, et on a même leur dérivée, la dérivée d'arc-sinus, c'est racine de 1 moins x carré. Et arc-cosinus, c'est la même, mais c'est moins racine de 1 moins x carré. Donc c'est pour ça que j'ai mis un moins ici pour que ce soit juste. Et ça, attention, ça ne vrai que sur -1 ouvert. Il n'y a pas de dérivabilité quand x vaut 1 ou -1. Et pareil, la fonction arc-tangente, elle est dérivable sur R, et sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x carré. J'ai noté 1 plus x carré moins 1. Donc ça, c'est vraiment des relations des dérivées à connaître. Et vous aviez déjà démontré ces dérivées-là au premier semestre. Je vous invite donc à aller vérifier comment vous aviez utilisé le théorème qu'on est en train d'évoquer et qu'on va démontrer dans un instant pour trouver ces dérivées-là. Et si vous avez un doute, il faut retravailler ces démonstrations pour bien les connaître et mieux les appréhender. Voilà. Mais au premier semestre, vous avez utilisé la proposition, le théorème numéro 2 pour trouver ces dérivabilités, mais vous aviez admis le théorème numéro 2, et maintenant on va démontrer du coup ce théorème numéro 2. Alors, pour ceci, on va, puisqu'on veut étudier, on veut montrer que f-1 est dérivable en b, et bien pour ça on va regarder le taux d'accroissement de f-1 en b. Donc je vais regarder f-1 de y moins f-1 de b sur y moins b. Donc là, j'ai formé le taux d'accroissement de f-1 en b. Et c'est qui ce y? Et c'est un y, c'est un élément qui appartient à l'ensemble de départ de f-1.
Donc évidemment, il faut que j'indique qui est ce y. Donc y, il est dans l'ensemble de départ de f-1, c'est j, donc appartient à j. Mais attention, ça ne peut pas être b, sinon je fais une division par 0. Donc j'ai formé comme ça le taux d'accroissement. Et ce que je vais faire là, je vais posons, x égale f-1 de y. Pour me faciliter un petit peu mes notations, je vais poser x égale f-1 de y. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vaut ceci? Eh bien, si x c'est f-1 de y, bah ici, du coup, bah, j'ai x moins. C'est qui f-1 de b? Eh bien, étant donné que b égale f de a, si j'applique f-1 des deux côtés, j'ai que f-1 de b égale f-1 de f de a. Et donc, les f-1 et les f s'éliminent, et il ne reste plus que a. Donc, b, f-1 de b, en fait, c'est a. Donc, j'ai du x moins a. Après, j'ai y, mais c'est qui y? Eh bien, ici, étant donné que j'ai x égale f-1 de y, si j'applique f des deux côtés, j'ai que f de x égale y. Écrit comme ça, f de x égale y. Quand j'applique le f de l'autre côté, il me reste y. Donc ici, j'ai f de x. Et c'est qui b? Eh bien, b, c'est f de a. Donc j'ai moins f de a. Ce qui est assez intéressant quand je fais ça, c'est qu'ici, je reconnais presque le taux d'accroissement de f au point A, mais il est inversé. Le taux d'accroissement de f en A, c'est f de x moins f de a sur x moins a. Et ici, j'ai presque ça, mais inverse. Donc en fait, ce que je vais écrire, je vais faire apparaître ce que je veux, c'est 1 divisé par f de x moins f de a sur x moins a. L'avantage de faire ça, c'est que je sais vers quoi tend ceci si x tend vers a. Donc maintenant, ce qu'il faut que je me pose comme question, c'est est-ce que x tend vers a? C'est qui x? C'est f-1 de y. Donc la question que je me pose, c'est vers quoi tend ce machin quand y tend vers b? Parce que je vous rappelle qu'ici, j'ai formé le taux d'accroissement, donc y, je cherche à faire tendre vers b. Donc f-1 de y, vers quoi il tend quand y tend vers b? Eh bien, on a envie de dire qu'il tend vers f-1 de b. Ça serait logique, f-1 de y, quand y est très proche de b, on a envie de dire que c'est très proche de f-1 de b. Est-ce que j'ai le droit de dire ça directement? J'ai le droit de dire, ça c'est la définition que f-1 est continu. Est-ce que f-1 est continu? Alors, on ne peut pas dire que f-1 est continu parce qu'elle est dérivable, étant donné que je ne sais pas encore si f-1 est dérivable, vu que c'est ce que j'essaye de démontrer. Par contre, je sais que f, elle est continue. Pourquoi f, elle est continue? Parce que f, je sais qu'elle est dérivable en a. Donc, je sais qu'elle est continue en a. Donc là, on peut écrire comme ça, f continue en a. Et dans le cours précédent, j'ai démontré que quand j'avais une fonction continue, sa bijection réciproque était aussi continue au point B. Donc d'après le cours précédent, f-1 est continu, non pas en A, mais en f de A. Et f de A, c'est B. Ça, c'est ce qu'on avait démontré dans le cours d'avant. Donc je sais que x, il tend vers f-1 de B, et f-1 de B, c'est qui f-1 de B? Eh bien, c'est A. Donc ici, j'ai bien x qui tend vers A. Du coup, f de x moins f de A sur x moins A, je sais vers quoi ça tend. Ça, c'est le taux d'accroissement de f quand x tend vers A. Et ça, je sais que ça tend vers f' de A. Car f, elle est dérivable en A. Donc tout ceci tend vers ceci. Alors c'est intéressant, mais moi j'ai pas f de x moins f de a sur x moins a, j'ai son inverse. Donc moi ce qu'il faudrait savoir c'est vers quoi tend l'inverse de ça. Eh bien si un truc tend vers un autre, l'inverse de ce truc-là tendra vers l'inverse de ça. À condition que ça soit non nul. Mais ça est non nul. C'est l'hypothèse. Donc ça, c'est non nul. Donc l'inverse de ça va bien tendre vers l'inverse de ça. Déjà le fait que ça soit non nul me dit que ça sera non nul sur un voisinage de A, et que son inverse tendra vers l'inverse de ça. Donc, par passage à l'inverse, si vous voulez, eh bien l'inverse de ça tend vers l'inverse de ça. Et donc du coup, ceci tend vers l'inverse de f' de A. Donc je peux dire que f-1 de y moins f-1 de b, sur
y moins b tend vers 1 sur f' de a. Puisque ce qui était là, le dénominateur tend vers f' de a. Ça, c'est quand y tend vers b. Et qu'est-ce que j'ai démontré quand je suis ici? Eh bien, j'ai bien démontré que l'application f-1 était dérivable en b, puisque son taux d'accroissement a bien une limite finie quand y tend vers b. Et ce taux d'accroissement, il se trouve que cette limite, il tend vers cette limite-là, 1 sur f' de a. Donc f-1, elle est dérivable en b. Et parce que le taux d'accroissement admet une limite, et cette limite c'est 1 sur f'. Donc je peux dire que f-1, donc cette fonction-là, prime, donc dérivée, au point b, puisque ici je regardais le taux d'accroissement en b, c'est 1 sur f' de a. Et alors je crois que c'est quasiment ce que je voulais ici. Alors je peux remplacer en disant que a, parce qu'il n'y avait pas de a au départ, on cherchait à savoir si f-1 était dérivable au point b, donc je peux remplacer a par ce qui vaut en b, donc ça c'est f'2, et c'est qui a? Eh bien a c'est f-1 de b, puisque j'ai b égale f de a, donc a égale f-1 de b. Et donc ici, j'ai bien 1 sur f' rond f évalué en b. Donc j'ai bien moins 1. Donc j'ai bien f' rond f moins 1 pris en b. Donc j'ai bien la formule qui est là. Et voilà, ceci démontre la démonstration. Donc encore une fois, les deux derniers théorèmes, donc la dérivabilité de la bijection réciproque et la dérivée de la composée, c'est pas des démonstrations à tout prix à connaître. Il faut les faire parce qu'elles sont dans le programme. Par contre, ce qui est intéressant dans ces démonstrations-là, c'est de comprendre comment on a utilisé les limites. Et par exemple, peut-être que quelque chose qui peut vous bloquer quand vous travaillez ces démonstrations, c'est de bien voir le lien entre x et y. Quand x égale f-1 de y, ça veut dire que f de x égale y. Pareil, si b égale f de a, ça veut dire que a égale f-1 de b. Si vous n'êtes pas assez au point là-dessus, et bien cette démonstration-là va se gripper. Et donc avant de travailler cette démonstration-là, il vaut mieux travailler vraiment le lien entre f et f-1 quand f est bijective. Donc pour ça, il vaut mieux aller retravailler la définition d'une fonction bijective et les liens avec sa bijection réciproque pour bien être au clair là-dessus. Et ce n'est que si vous avez bien fait ce travail-là que cette démonstration-là peut être plus compréhensible. Mais encore une fois, l'important, ce n'est pas de connaître cette démonstration-là. Cette démonstration-là, il faut la faire parce qu'elle est au programme. On l'a faite. Et donc maintenant, on peut utiliser ce théorème-là. Ce qui est important, c'est de bien comprendre ce théorème et surtout de bien comprendre qu'il y a plein d'hypothèses à vérifier. Évidemment, si je veux dériver f-1, il faut bien que f soit bijective, il faut bien que f soit dérivable, et surtout, il faut que la dérivée soit non nulle. Si jamais la dérivée de f en a vaut 0, eh bien, je n'obtiendrai pas forcément de résultat. Voilà. Et bien, ça finit cette démonstration-là, donc ça finit cette partie-là du cours. Et bien, je vous dis à bientôt pour la suite.